Et ben, merci à tous et à toutes d'être avec nous pour ce webinaire. Aujourd'hui, on vous a prévu un programme autour des métiers de terrain et l'objectif, c'est de parler des populations de terrain, ces populations et ces métiers qui sont notamment en tension et de vous apporter un maximum d'éléments sur le contexte, sur les enjeux et notamment quelques conseils aussi sur comment arriver à attirer et fidéliser le mieux possible les meilleurs profils sur ces populations de terrain. Pour ce faire, je suis accompagnée de Simon. Simon, je te laisse te présenter. Bonjour Marie-Laure et merci pour la présentation. Donc, je me présente, je m'appelle Simon Page. Je suis chez Seiza depuis maintenant 5 ans en tant que Customer Success Manager. Mon rôle, pour que ce soit un peu plus simple, puisque les anglicismes sont toujours bien utilisés par les startups, mais c'est d'accompagner nos clients dans l'utilisation de nos solutions, qui sont des solutions liées au sourcing de candidats et derrière au recrutement. C'est de faire en sorte que justement ces solutions répondent à leurs enjeux et à leurs besoins. Et donc chez Seiza, nous accompagnons effectivement principalement des clients sur une population terrain, sur les métiers que nous évoquerons par la suite. Top. Et donc moi je suis Marie-Laure, je suis Key Account Manager chez A-Team. Donc Key Account Manager, c'est juste être responsable de compte. Et plus globalement, en fait, je travaille dans la tech RH depuis un petit peu moins de 10 ans maintenant. Donc je suis habituée à travailler avec les directions des ressources humaines et donc ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de cette thématique. L'agenda pour aujourd'hui, donc on a prévu déjà de vous redonner quelques éléments de contexte et notamment quelques chiffres clés autour du recrutement des populations de terrain, quelques chiffres que vous connaissez très certainement. Ensuite, on essaiera de regarder comment justement on peut attirer ces populations et derrière aussi les fidéliser. Et puis l'idée, c'est aussi que l'échange soit interactif, donc de prévoir également un temps de questions-réponses pour répondre aux différentes questions que vous pourriez avoir autour de cette thématique. Et du coup, je vais laisser la main à Simon pour qu'il puisse démarrer. Parfait. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra dans un dernier temps. Pour démarrer un petit peu sur le contexte, juste pour définir le terme de métier terrain, le métier terrain, c'est le terme qui désigne les travailleurs devant être physiquement présents pour pouvoir exercer leur métier. Si on fait un petit peu un parallèle sur la période du Covid, c'était souvent les métiers qui étaient justement sur ces premières et deuxièmes lignes. Aujourd'hui, ce sont des métiers qui subissent une pénurie de main-d'œuvre en France et ceci s'est accéléré depuis la crise du Covid. Pour vous donner quelques chiffres sur 2 secteurs que nous accompagnons régulièrement. Sur le secteur du transport, par exemple, en 2021, il était déclaré que 22 000 postes étaient vacants sur ce secteur. Et sur le secteur de la restauration, dont on a beaucoup parlé, dont on parle encore beaucoup actuellement, il y avait en 2021 120 000 postes qui étaient vacants sur ce secteur de l'hôtellerie-restauration. C'est une pénurie qui plus est, qui aujourd'hui se perpétue et même en accélération. Sur une étude qui a été menée en 2022 par la BCG, il était estimé qu'un tiers des populations terrain, de ces individus, déclaraient vouloir éventuellement partir de leur emploi, quitter leur emploi d'ici la fin d'année. Ceci va avoir bien entendu des impacts sur l'économie française dont on parle aujourd'hui et ça va être notamment aujourd'hui des difficultés liées à la croissance. En 2021, à ce sujet, le gouverneur de la Banque de France déclarait justement que c'était le frein principal à la croissance et au retour à un niveau de croissance similaire à l'avant-Covid. Alors en complément, c'est bien d'analyser en fait les raisons de cette pénurie sur ces populations de terrain. Et il y a 3 grands enjeux. Il y a un premier enjeu qui a été amplifié post-Covid, c'est que ce sont des métiers qui ont du mal à attirer. Il y a beaucoup moins d'attractivité. Pourquoi ? Parce que les évolutions de carrière sont plus complexes, parce que les salaires restent des salaires relativement peu élevés, et puis aussi parce que post-Covid, il y a aussi cette envie de trouver plus facilement un équilibre vie personnelle, vie pro, qui est plus compliqué sur ces populations terrain.
Et puis cette attractivité, elle emmène une autre conséquence, c'est que comme les métiers sont moins attractifs, du coup, on voit bien que les effectifs des filières pro qui vont justement former à ces métiers, elles commencent à être moins sollicitées, je dirais, par les jeunes. Donc, on peut noter une baisse de plus de 11% justement sur les effectifs des formations pro. Et puis un dernier élément également qui est assez parlant, c'est les départs en retraite. On connaît la pyramide des âges, notamment en France. On sait qu'on est sur une population qui est plutôt vieillissante. Et là aussi, on voulait vous partager une donnée, puisque aujourd'hui, on estime que d'ici à 2046, le pourcentage des employés entre 25 et 54 ans, il va diminuer et passer en dessous de 35%. Donc il y a forcément aussi des conséquences qui sont liées au départ en retraite, puisque il y a une perte de savoir-faire avec des populations qui vont s'en aller et qui vont pas avoir la possibilité de pouvoir transmettre justement leur savoir. Concernant les conséquences économiques de cette pénurie que nous évoquons, elles sont conséquentes à l'échelle mondiale. D'ici 2030, la pénurie de main-d'œuvre, le coût est estimé à un peu plus de 8 milliards. Et pour vous donner des exemples plus concrets des échanges clients que je peux avoir, on va avoir aujourd'hui comme conséquence du fait de ne pas avoir justement de recrutement d'employés et derrière éventuellement du turnover, on va avoir un manque à gagner qui est direct, éventuellement de la satisfaction client, et des marges réduites. Pour vous donner des exemples concrets sur les secteurs que nous accompagnons. Par exemple, aujourd'hui, dans le secteur du transport, un camion qui reste à quai sur une journée, le coût est estimé entre 800 et 1000 euros sur ce secteur. Sur le secteur de la restauration que j'ai évoqué précédemment, j'ai déjà entendu aujourd'hui du côté de mes clients que les conséquences vont être à la fois une augmentation des taux horaires, donc des heures supplémentaires à payer du côté des employés, qui peuvent éventuellement entraîner un turnover puisque la charge de travail est de plus en plus conséquente. Et dans des cas extrêmes, même sur de la restauration, j'ai entendu effectivement des restaurants qui fermaient sur des amplitudes horaires, n'ayant pas suffisamment de staff pour pouvoir répondre à la demande client. Dernier exemple, sur le secteur de l'industrie, notamment sur de la production, on va avoir des retards de livraison, voire à nouveau, cas extrême, des lignes de production qui sont en arrêt, ce qui peut entraîner à la fois des pénalités fournisseurs et des manques à gagner qui se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers d'euros sur ce sujet. Donc l'impact est conséquent économiquement de cette pénurie de candidats. Et aujourd'hui, l'enjeu et le fait que l'on échange aujourd'hui, qu'on vous présente ces sujets avec Marie-Laure, ça va être de vous présenter des conseils pour en partie pallier à ces difficultés que vous rencontrez, à la fois sur des questions de sourcing, de recrutement, mais également sur des sujets qui sont essentiels. Comment fidéliser cette population? Comment faire en sorte que les recrutements que vous faites derrière soient des recrutements sur le long terme? Je vais démarrer sur la question aujourd'hui de comment vous pouvez identifier ces candidats, communiquer avec eux pour pouvoir derrière faire des recrutements. Très classiquement aujourd'hui, où se trouve cette population terrain? Bien entendu, vous allez toujours les retrouver, et je recommanderais toujours à mes clients d'utiliser ces sources sur les job boards. Sur les populations terrain, d'ailleurs, les deux job boards qui sont principalement prisés par mes clients seront Indeed et Hello Work sur les métiers de conducteurs poids lourds, super lourds, opérateurs de fret. Vous voyez effectivement, il y a la SNCF qui est présente aujourd'hui parmi nous. Donc, c'est toujours des canaux qui sont pertinents et performants. Néanmoins, ce sont des canaux qui vont répondre et s'adresser à des personnes qui sont en recherche active d'emploi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'allez pas vous adresser via ces canaux à des gens qui sont non intentionnistes et pas proactifs à cet instant pour pouvoir rechercher éventuellement des offres. Et de ce fait, chez Seiza, nous recommandons d'utiliser les réseaux sociaux personnels, puisque aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous allez retrouver un taux de pénétration sur la population française qui est très conséquent. Vous avez, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui 38 millions d'utilisateurs actifs en France, et ce sont des utilisateurs qui passent en moyenne 52 minutes sur les réseaux sociaux. Donc, ça rend les réseaux sociaux des canaux de communication à minima
pour pouvoir communiquer sur votre marque employeur et éventuellement sur vos offres qui sont intéressants à activer pour pouvoir faire savoir à la population et à ces candidats que vous ne retrouvez pas sur les job boards que vous recrutez. Bien entendu, vous pouvez communiquer à la fois sur votre marque employeur, mais si vous êtes dans un objectif de sourcing et de captation de candidatures directes sur les réseaux sociaux, les recommandations que je peux vous partager, c'est d'aller à l'essentiel. Si aujourd'hui, vous voulez justement capter des candidats qui sont non intentionnistes, ce que je vous recommande, c'est d'avoir un parcours qui se fasse en 3 clics et sur lequel vous n'allez pas mettre de barrières à l'entrée, qui peuvent être par exemple l'écriture d'une lettre de motivation ou la rédaction d'un CV. Si vous faites justement, si vous posez ces barrières à l'entrée, vous allez vous couper des personnes qui sont actuellement en poste et qui n'ont pas de CV à jour. Et donc, les recommandations que nous avons chez Seiza, c'est d'avoir des parcours, comme je vous le disais, en 3 clics, avec une liste de questions permettant de préqualifier le candidat. Donc, si je résume un tout petit peu sur cette partie-là, les conseils que je vous partage, les job boards sont toujours pertinents. Les réseaux sociaux sont une bonne solution complémentaire pour pouvoir toucher d'autres profils que vous ne captez pas par ailleurs. Et bien entendu, il faut adapter son processus de candidature sur les réseaux sociaux pour les utiliser à bon escient et en exploiter vraiment tout l'intérêt. Sur la question, il y a une question effectivement de Virginie Jameau sur les réseaux sociaux. Par expérience, sur les populations terrain, il y en a 4 qui me semblent très pertinents. Vous allez avoir Facebook et Instagram. On dit souvent que Facebook est un petit peu en perte de vitesse. Alors, c'est en partie vrai sur des populations jeunes, mais ça reste encore le réseau social sur lequel vous avez le plus d'utilisateurs actifs aujourd'hui. Ensuite, je vous recommanderais dans l'ordre TikTok et Snapchat. Vous pouvez me demander pourquoi pas LinkedIn. Alors, LinkedIn aujourd'hui, c'est une solution qui est très pertinente sur des populations qui sont et très intéressante sur des populations cadres, sur des cols blancs, mais sur lesquels vous allez moins retrouver par exemple des conducteurs poids lourds, des employés polyvalents de restauration. Donc, vous avez utilisé, imaginons vous utilisez les réseaux sociaux pour faire connaître votre marque employeur, faire savoir que vous recrutez sur une offre spécifique. Et en adaptant ce parcours, vous allez capter des candidats. Le travail ne s'arrête pas là, puisque capter des candidats, c'est une bonne chose. Les recruter, derrière, c'est encore mieux. Et en ce sens, et par expérience chez Seiza, en 2022, nous avons développé une plateforme de gestion des candidatures qui n'est pas là pour remplacer un ATS, qui est pensée comme un CRM. L'objectif de cette plateforme, c'est de faire en sorte de pouvoir raccourcir les processus de recrutement et s'adapter à une population terrain. Aujourd'hui, sur la population terrain que nous évoquons, vous allez avoir des individus qui vont vouloir aller vite et qui plus est, à la vue de la pénurie et de la concurrence que vous pouvez rencontrer, vous allez avoir d'autres entreprises qui peuvent être intéressées par ces profils. Je lisais à ce sujet une étude il y a quelques semaines de ça qui disait que 49% des DRH avouaient être déjà passés à côté d'un candidat qualifié puisqu'il s'était finalement porté sur une autre entreprise du fait des processus de recrutement trop longs. Comment réussir à raccourcir ces processus de recrutement? Vous allez avoir plusieurs gains marginaux qui peuvent paraître marginaux au premier abord, mais mis bout à bout qui vont vous permettre d'avoir un processus de recrutement en quelques jours. Dans ce sens-là, la plateforme que nous avons développée chez Seiza déjà permet d'identifier directement dessus quels sont les meilleurs profils, quels sont les profils qui sont les plus compatibles par rapport à l'offre sur laquelle vous recherchez justement des candidats. Par ailleurs, puisqu'il y a plein de tâches qui sont chronophages sur les processus de recrutement, que ce soit la prise de contact téléphonique, les relances éventuelles candidats, l'invitation en entretien, nous avons mis en place dessus différentes automatisations via des SMS, justement pour pouvoir supprimer ces tâches chronophages et permettre à des chargés de recrutement, de temps à autre à des managers terrain, justement, de se concentrer sur l'essentiel, échanger avec le candidat, l'inviter en entretien et derrière le rencontrer. Il y a un exemple très concret, alors je pense qu'elle devait être présente, c'est pas sûr, c'est le cas de Sodebo aujourd'hui. Sodebo, pour vous dépeindre un petit peu le contexte, c'est une entreprise qui a un site de production très important et un sub-site de production à Montaigu en Vendée.
Montaigu en Vendée, c'est une ville, comme son nom l'indique, qui se trouve en Vendée, une région sur laquelle vous allez avoir un taux de chômage qui est très faible. Donc, sur des populations terrain qui sont déjà pénuriques, vous rajoutez un taux de chômage très faible, ça va être compliqué de pouvoir justement sourcer des candidats, capter des candidatures. Et par ce fait, ils ont adapté leur processus de recrutement avant même que nous nous accompagnions pour faire en sorte d'avoir un délai maximum entre l'échange candidat, la captation de la candidature et l'éventuelle proposition d'embauche qui lui sera faite, qui dure 10 jours. Ça leur permet à ce moment-là d'aller plus vite que leurs concurrents et d'avoir un taux d'embauche qui est bien supérieur à la moyenne du marché puisqu'ils ont un taux d'embauche qui aujourd'hui se situe à 10%. Par ailleurs, également, ça a des vertus sur leur marque employeur, puisque c'est des candidats qui vont déjà être agréablement surpris d'être contactés aussi rapidement. Ils contactent en moyenne les candidats en moins d'un jour. Et donc, c'est des candidats en plus qui vont régulièrement avoir au téléphone. Donc, ils exploitent vraiment toutes ces candidatures. C'est très intéressant, effectivement, pour des candidats sourcés sur les réseaux sociaux, mais c'est des processus qu'ils adaptent également sur leurs autres canaux d'acquisition, comme les job boards, et qui leur permettent de tirer leur épingle du jeu sur cette région qui est si difficile. On a évoqué du coup à la fois la question du sourcing avec les réseaux sociaux comme un bon complément aujourd'hui à ce que vous pouvez déjà avoir en place. La question également du processus de recrutement, comment faire en sorte d'aller plus vite que ses concurrents et d'avoir un beau taux de transformation. Et je vais laisser la main maintenant à Marie-Laure puisque le travail à nouveau ne s'arrête pas là. Il y a une question derrière de fidélisation. Comment faire en sorte que les candidats soient présents le jour J de leur embauche et comment les transformer à terme en ambassadeurs. Merci Simon pour cette transition. Je trouvais ça un peu intéressant finalement parce que ce que je retiens en synthèse de ce que tu viens de nous présenter, c'est que finalement il existe des alternatives à la fois sur le sourcing et sur le processus de recrutement pour venir maximiser la manière dont on va pouvoir dans un contexte de guerre des talents sortir du lot et pouvoir recruter des collaborateurs. Et en effet, une fois qu'on a mis cet effort-là, je pense que c'est important de se poser la question et de se dire comment derrière je vais pérenniser finalement mes investissements et toute ma stratégie de recrutement en m'assurant que les collaborateurs que j'ai recrutés, ils vont être correctement engagés. Et chez iTeam, c'est un petit peu notre métier. Nous, on travaille depuis une dizaine d'années sur la digitalisation des parcours collaborateurs et notamment sur l'onboarding. Et l'onboarding, c'est assez clé. Mais quand on parle d'onboarding, je pense qu'il faut redéfinir qu'est-ce qu'on met dans l'onboarding parce que l'onboarding, c'est pas finalement ce qui se passe à partir du moment où le collaborateur est en entreprise. L'intégration dans le sens, je viens d'arriver au premier jour. C'est finalement la juste continuité au processus de recrutement. Donc, s'assurer finalement que l'expérience candidat à une continuité avec une expérience collaborateur. Et du coup, l'onboarding, c'est finalement tout ce qui va se passer dès lors où on s'est tapé dans la main avec le candidat et qu'on décide qu'on va travailler ensemble. Donc, ce que je vais essayer de vous partager aujourd'hui, c'est quelques conseils ou recommandations, des choses que vous pouvez imaginer dans vos parcours d'intégration et d'onboarding pour garder le contact avec le collaborateur pour éviter le fameux ghosting dont on entend beaucoup parler. Donc, ces candidats qui finalement ont validé une proposition d'embauche mais ne se présenteront pas le premier jour en entreprise. Faut savoir aussi qu'il y a plus de 1 collaborateur sur 2 qui indique qu'il serait prêt à quitter l'entreprise dans le premier mois. Donc, c'est important aussi de travailler sur l'engagement dès les premiers temps pour s'assurer de diminuer justement les risques de turnover. Donc, on va vraiment regarder comment on peut garder un contact privilégié, comment on va montrer au candidat qu'il est attendu, comment on va faciliter toute la partie administrative et puis également travailler sur la montée en compétences et un autre élément qui est la création du lien social puisqu'il y a des vrais enjeux sur ces populations de terrain qui ne vivent pas votre culture d'entreprise, de s'assurer aussi qu'il y a ce fameux lien social. En première recommandation, ce que j'ai envie de vous conseiller, c'est vraiment digitaliser autant que possible tous vos process.
contrairement à ce qu'on pourrait penser, les populations de terrain sont des populations qui sont demandeuses d'outils et de process plus modernes. Il y a une enquête récente qui a été faite par l'Institut BVA qui partageait justement des chiffres et le chiffre qu'on vous partage ici est issu de ce sondage. Ce sont des populations qui sont en demande de plus de digitalisation, de modernisation des process, et ce sont aussi des populations qui sont habituées à un usage en mobilité, donc qui vont privilégier l'usage mobile, l'usage tablette, donc qui sont en attente justement de la digitalisation de vos processus. Parmi l'intégralité des processus que vous pouvez digitaliser, il y en a un qui existe, qu'importe la taille de l'entreprise, qu'importe le type de population que vous allez recruter, c'est le processus administratif. On a tous besoin de collecter des pièces type carte d'identité, carte vitale, de venir collecter des informations pour réaliser une souscription à une mutuelle, pour signer une promesse d'embauche ou un contrat. Donc ce processus qui est à la fois structurant pour fiabiliser l'arrivée du collaborateur et qui peut être également chronophage et pour vous côté RH et chronophage et complexe côté collaborateur, n'hésitez pas à le digitaliser. Nous, c'est ce qu'on fait avec beaucoup de nos clients au travers de la possibilité de proposer de manière complètement personnalisée des formulaires, des collectes d'informations, de la signature électronique. Et ça, c'est vraiment un élément qui va permettre d'être un facilitateur pour vos populations terrain pour justement venir proposer une expérience qui va être remarquable. Dans les autres éléments et autres recommandations, tout doit être prêt le jour J, ça c'est une réalité. Il faut essayer d'être un maximum dans l'anticipation de tout ce qui va favoriser une bonne expérience et une meilleure arrivée pour le nouveau collaborateur. Donc, on travaille avec beaucoup d'acteurs qui vont justement avoir des populations de terrain, des gens comme Decathlon, des gens comme Kiloutou, des gens comme SNCF. Je crois qu'il y a des gens d'ailleurs de la SNCF qui sont présents avec nous aujourd'hui. Chez ces acteurs-là, mais chez beaucoup d'autres, il y a pas mal d'éléments qui sont assez structurants sur de la commande d'équipements de sécurité, sur de la commande de gilets ou autres. Tout ça, on vous préconise de l'anticiper autant que possible et vous avez différents moyens de le faire. Typiquement, nous, chez A-Team, on va proposer des questionnaires, des formulaires qu'on peut mettre à disposition du collaborateur terrain pour qu'il puisse donner des informations qui vont permettre justement de préparer son arrivée et que cette arrivée se fasse dans les meilleures conditions possibles. Autre élément qui est assez clé, c'est toute la partie acculturation et création de liens. C'est assez structurant pour les populations terrain parce que c'est des populations qui sont très facilement exposées à ce sentiment de déconnexion. Comme je le disais tout à l'heure en préambule, c'est pas des populations qui vont être dans vos locaux et qui du coup vont pouvoir tisser ce lien un petit peu invisible qu'on va tisser à la machine à café ou un déjeuner avec des collègues. Donc, c'est forcément des populations qui sont beaucoup plus sensibles à la manière dont vous allez véhiculer vos valeurs, votre culture, la compréhension de vos métiers. Et donc, travailler l'acculturation, c'est vraiment clé pour ces populations-là et le lien social aussi. Donc, nos recommandations sur ces deux sujets-là, c'est sur la partie acculturation, travailler votre parcours d'onboarding de sorte qu'il mette à disposition du nouveau collaborateur un maximum d'informations sur le groupe, sur vos valeurs, sur votre culture, sur votre organisation et pensez aussi personnalisation dans le sens où vos populations terrain, quand on parle à un conducteur ou quand on parle à un mécanicien, c'est pas forcément la même manière d'acculturer ou en tout cas les mêmes informations que vous avez envie de transmettre. Donc c'est aussi important de travailler les parcours de manière à ce que chacun s'y retrouve et du coup arrive à comprendre ce qui est attendu de lui dans le cadre de son arrivée en entreprise. Côté création de liens, c'est aussi important de bien accompagner le collaborateur. Donc nous, ce qu'on aime bien préconiser à nos clients, c'est deux choses. La première, c'est de définir un parrain qui est pas forcément quelqu'un qui va occuper les mêmes fonctions que le nouveau collaborateur, mais qui va être un guide pour lui, qui va répondre à ses questions, qui va le présenter à d'autres personnes, qui va finalement lui transmettre vos us et vos coutumes et qui va du coup l'accompagner dans son programme d'intégration. Et puis autre chose qu'on met aussi beaucoup en pratique avec nos clients, c'est des espaces d'échange.
créer des promos de nouveaux arrivants, des promos entre populations de même type de métier, c'est donner la possibilité à des pairs de pouvoir échanger sur des préoccupations qui sont justement communes et du coup de pouvoir créer du lien social tout en s'acculturant à l'entreprise. Autre élément également, c'est toute la partie formation et on sait qu'il y a des enjeux qui sont assez importants. Pourquoi? Parce que déjà, on sait que pour les populations métiers, la formation, c'est complexe parce que c'est difficile de pouvoir accéder au contenu. Et puis aussi parce que la formation, ça peut être assez chronophage. Et donc, du coup, il y a des vrais enjeux également sur la partie formation. Ce qu'on conseille souvent à nos clients, c'est déjà de donner accès de manière digitale à de la formation, donc de faciliter justement l'accès à ces contenus, mais aussi d'y donner accès de manière séquencée et de partager les informations au bon moment, sur les bons canaux et au bon format. Donc, travailler sur un parcours de formation qui va se faire de manière séquencée, c'est accompagner dans le temps la montée en compétences de vos populations terrain, ce qui leur permet d'avoir la bonne balance entre le côté opérationnel, je pratique mon métier et le côté théorique où je vais avoir une meilleure compréhension de justement toute la théorie justement de ce métier. Et puis, dernier élément que je voulais également vous partager, c'est toute la partie feedback. Toujours en s'appuyant sur le sondage de l'Institut BVA, les populations terrain pensent qu'on ne les sollicite pas assez. C'est des populations qui ont envie de participer à la vie de l'entreprise. C'est des populations qui ont envie de faire des retours. Donc, pensez feedback. Ça, c'est important aussi parce que le feedback, il va servir à différentes choses. Déjà, il va vous servir à comprendre et à disposer d'un retour terrain de vos populations pour comprendre ce qui s'y passe, pour comprendre quelles sont les attentes. Et aussi, le feedback, c'est aussi la possibilité d'identifier le plus en amont possible des risques de désengagement pour du coup pouvoir travailler plus finement à la fidélisation de vos nouvelles recrues pour encore une fois pérenniser tout ce que vous avez fait en amont. Pour je dirais illustrer tout ça, je voulais vous parler de la SNCF. On travaille historiquement depuis 4 ans avec la SA réseau, puisque au sein de la SNCF, on a 5 grandes SA sur les différentes activités du groupe. Donc historiquement, on travaille avec la SA réseau qui, lorsqu'elle nous a sollicité, avait des enjeux autour, 3 gros enjeux. Un enjeu de marque employeur sur comment on va justement véhiculer notre marque employeur et s'assurer qu'on a une bonne visibilité. Un enjeu également de digitalisation de l'onboarding, mais aussi de proposer une expérience de qualité et le plus homogénéisée autour d'une diversité de métiers, puisque au sein du groupe SNCF, on a plus de 200 métiers différents, donc il y a aussi des enjeux de pouvoir proposer des expériences à la fois personnalisées, mais aussi homogénéisées, et puis travailler sur l'automatisation de l'onboarding, puisque les volumes de recrutement chez la SNCF Réseau sont assez conséquents. On parle de plus de 2000 collaborateurs par an. Donc, il y a aussi cet enjeu d'automatiser pour faire gagner du temps à la fonction RH. Et donc, au travers des différentes solutions que j'ai pu vous présenter aujourd'hui, avec la SNCF Réseau, on a travaillé sur la création de liens, qui était un élément très fort, s'assurer que chaque collaborateur dispose finalement de relais ou de parties prenantes qui vont l'accompagner et qui vont lui permettre de créer du lien, sur la digitalisation du parcours d'onboarding bien évidemment, et aussi sur un volet assez important sur la simplification de la gestion administrative au travers de la création d'un ensemble de formulaires qui vont composer le dossier RH et qui vont du coup être des facilitateurs pour toutes ces populations. La synthèse de ce partenariat et pourquoi on voulait le mettre en avant, c'est que fort justement de cette expérience, on a pu à la fois pour les RH travailler le gain de temps et l'accélération en termes de qualité des parcours d'onboarding.
pour les collaborateurs, on a amélioré assez drastiquement le taux de satisfaction avec 82% des collaborateurs qui considèrent que le parcours d'intégration est utile et un facilitateur pour leur parcours d'intégration. Et je pense que la meilleure conclusion et le meilleur retour de satisfaction, c'est que fort de cette expérience, aujourd'hui, on a étendu finalement le partenariat aux 5 SA et on est en train justement de développer des parcours d'intégration pour les autres SA en s'appuyant sur ce retour d'expérience et sur des chiffres qui montrent que travailler l'expérience en amont, ça permet bien de fidéliser les collaborateurs, de travailler la satisfaction, l'engagement et donc du coup la fidélisation de ces populations, notamment terrain. En synthèse, sur ce qu'on vient de se dire, je pense que la conclusion, ce serait de se dire, le mot-clé, c'est un peu l'expérience. Et quand on dit expérience, c'est l'expérience dans sa globalité. Donc, l'expérience candidat qui va commencer dès le sourcing et pendant tout le process de recrutement. L'expérience collaborateur dès lors où on parle d'onboarding, de pré-boarding et d'onboarding, mais pas que. En fait, l'expérience après l'onboarding, donc tout ce qui va se passer pendant toute la durée de vie du collaborateur en entreprise va être clé pour fidéliser des collaborateurs sur un marché en tension où on a tout intérêt justement à les fidéliser. Et quand on parle d'expérience, les enjeux, ils sont assez forts. C'est des enjeux de rentabilité et de productivité pour l'entreprise. C'est des enjeux également d'absentéisme et ou de turnover. Et c'est aussi de la créativité parce que ce qu'on recherche finalement, c'est des collaborateurs qui vont être contents de travailler pour l'entreprise et qui du coup vont être plus créatifs au service justement de votre productivité et de votre développement. Et du coup, effectivement, pour conclure cette présentation sur la question de l'onboarding et de la fidélisation de ses employés, ça va avoir des vertus derrière également sur votre marque employeur. Le NPS que Marie-Laure présentait, je pense en est la meilleure preuve. Le processus de recrutement également que vous allez offrir, et comme je vous le disais, dans le cas de Sodebo, avec des candidats qui sont agréablement surpris d'être contactés aussi vite et de ne pas avoir à attendre plusieurs semaines pour pouvoir être joint par téléphone pour pouvoir avoir des informations sur la suite du processus. Et le fait de soigner justement par ces différentes étapes sa marque employeur, ça va être un cercle vertueux derrière. Une question d'un point de vue sourcing de candidats, captation de nouveaux profils, ça va avoir des effets directs. J'ai des exemples à nouveau assez concrets, mais quand j'accompagne des entreprises qui ont une très belle notoriété, un des derniers exemples que j'ai, c'est Shiseido, sur lequel aujourd'hui on va avoir des performances sur les réseaux sociaux bien supérieures à la moyenne du marché. Donc, ils vont attirer plus de monde parce qu'ils sont à la fois une belle marque aujourd'hui B2C, mais également parce qu'ils ont un processus de recrutement et derrière, en plus, il y a une entreprise qui a un faible turnover, donc sur lequel il semblerait faire bon travailler, bien supérieur à la moyenne. Donc, voici ce qu'on pouvait vous présenter aujourd'hui avec Marie-Laure. Est-ce qu'il y a des questions déjà qui émergent de votre côté? Je crois, Marie-Laure, qu'il y avait une question de Céline Guina de Carter Cash par rapport justement à ce que tu présentais, qui demandait comment mettre des solutions en place, notamment sur des métiers sur lesquels en fait le délai de recrutement, en fait, la nécessité de recruter est pour la veille. Alors, c'est très intéressant comme question. Aujourd'hui, le parcours d'onboarding, il faut vraiment le construire avec cette souplesse de pouvoir répondre à des enjeux de plus ou moins longue durée. C'est-à-dire que le parcours d'onboarding, quand vous le construisez, on le construit dans une configuration où tout va bien, on recrute dans les temps qu'on s'est donnés, les collaborateurs arrivent dans les temps impartis. Pour autant, si les collaborateurs arrivent dans des temps plus courts, le parcours d'onboarding, en fait, en tout cas chez iTeam, on tient compte de cette problématique-là et on sait, je dirais, réajuster ou recalculer la mise à disposition des différentes ressources du parcours de manière à pouvoir répondre à des enjeux de vélocité qui seraient liés à des recrutements faits dans des délais un petit peu plus courts que la normale. Ok.
Moi, j'avais une question pour toi, Marie-Laure, également. Donc, tu présentais différentes solutions qui sont à la fois sur le pré-boarding, notamment la récupérer différents éléments de la part du futur employé et derrière également préparer, éventuellement récupérer, sur l'exemple que tu montrais, sa taille de t-shirt, la taille de sa pointure de pied pour pouvoir avoir ses chaussures de sécurité. Aujourd'hui, est-ce que les clients que tu accompagnes, tu les accompagnes avec l'ensemble de ces solutions que tu présentais? Alors pas forcément. Il est vrai que l'idée pour nous, c'est d'offrir un maximum de ressources, un maximum de moyens pour pouvoir justement engager le collaborateur. Mais finalement, le fin mot, c'est aussi l'ultra personnalisation. Donc ça veut dire que fonction de chaque structure, fonction des process existants, fonction du type de métier sur lesquels on va créer un parcours d'onboarding, on va vraiment travailler à ce que les ressources qui soient proposées, elles soient pertinentes. Donc ce que j'ai montré, c'est finalement un panel des possibles, qui n'est pas exhaustif d'ailleurs, hein, parce que y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles. Mais notre métier chez A-Team, c'est de travailler en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre quelles sont les solutions qui vont être pertinentes et du coup, créer des parcours qui vont s'adapter. C'est-à-dire qu'on est bien conscient que dans une entreprise, on peut avoir des cas d'usage différents en fonction des différents métiers. Et donc, ça veut dire qu'on va construire des parcours qui vont aussi se personnaliser en fonction de chaque typologie et chaque besoin de chacune de ces populations. Ok, très clair. Merci Marie-Laure. Merci à toi. Je sais pas si on a d'autres questions, mais du coup, moi, j'aurais éventuellement aussi une question pour toi, Simon. C'était juste revenir sur ce que tu nous présentais en termes de sourcing sur les réseaux sociaux, de parcours de recrutement de parcours de candidature en 3 clics. J'imagine que, comme chez nous, le process de recrutement, il est susceptible d'être adapté en fonction justement des besoins de chaque client. Et je me posais la question de savoir comment vous adaptiez justement la stratégie de sourcing et le processus de recrutement dans vos solutions en fonction des besoins de vos clients. Ouais, écoute, effectivement, aujourd'hui, moi, là, je vais vous partager des recommandations. Par exemple, sur la question du sourcing, c'est ce que je vous recommande si vous voulez vraiment utiliser les réseaux sociaux à bon escient, c'est d'avoir un parcours qui est en 3 clics. Si vous demandez effectivement CV, je vous dirais qu'aujourd'hui, ça va être un frein très conséquent au fait de pouvoir générer des candidatures et qui plus est des candidatures que vous ne captez pas par ailleurs. Néanmoins, je ne reste pas obtus sur le sujet. Si demain, en fait, vous me dites que vous avez absolument besoin du CV, je me plierai à votre souhait, mais tout en vous indiquant l'impact que ça va avoir. Mon rôle aujourd'hui chez Seiza, c'est notamment d'être un garde-fou. Si aujourd'hui le CV n'est pas adaptable, en tout cas s'il est essentiel pour que vous puissiez avancer, c'est une information qu'on pourra demander au candidat, mais par expérience, c'est en tout cas un élément qui va réduire de plus de 80% la volumétrie de candidature. Sur la question de la plateforme, pareil, on va s'adapter et tout en préconisant ce qui se fait de mieux. Et donc l'exemple de Sodebo en est un bon exemple, mais sur le processus de recrutement, derrière, on va adapter notamment les automatisations à ce que le client, l'organisation du client en interne. Souvent, des difficultés que je peux rencontrer sur ce sujet, ça va être quand le candidat est amené à avoir beaucoup d'interlocuteurs dans l'entreprise pour pouvoir derrière être recruté, puisque ça va entraîner classiquement des délais. Par exemple, s'il est d'abord contacté par un chargé de recrutement, qu'il faut derrière valider l'intérêt du manager terrain par rapport à son profil, que le manager terrain doit se rendre disponible pour le rencontrer, rappeler le candidat pour fixer un entretien, ça va créer en fait un processus de recrutement qui va s'allonger et sur lequel, pendant ce temps-là, éventuellement, une entreprise saura aller plus vite. Donc, pareil, on est en mesure de s'adapter, mais comme je vous le disais, mon rôle, moi, c'est de partager les meilleures pratiques et qu'est-ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. Il y a une question sans CV et avec votre questionnaire, comment le recruteur peut optimiser les entretiens? Alors, le questionnaire, c'est quelque chose que l'on co-crée toujours avec nos clients. C'est-à-dire que je ne vais pas les poser les mêmes questions, par exemple, pour un conducteur poids lourd que pour un conducteur de ligne en industrie. Donc, l'objectif, c'est justement, avec ce questionnaire, de récupérer les informations essentielles que les clients recherchent chez le candidat
et du coup adapter effectivement le process de candidature aux attentes de notre client. Est-ce que j'ai répondu à votre question du pressoir? Alors, sur comment évaluer les réponses, ça va être donc des choses que l'on voit avec notre client. Par exemple, si je vous prends l'exemple d'un conducteur poids lourd, on va aller poser la question quel permis avez-vous avec comme choix possible aucun, j'ai le permis B, j'ai le permis B et C. Et donc, ça va permettre effectivement d'évaluer en fait si le candidat est pertinent ou non par rapport au métier de notre client. Sur de l'industrie, par exemple, si vous avez un client qui propose des horaires en 4-8, on peut poser la question au candidat quels horaires de travail acceptez-vous, avec comme choix de réponse j'accepte peu importe, par exemple, ou j'accepte de travailler en 3-8, en 2-8, en 4-8, ou je ne peux travailler qu'en journée, par exemple. Tina, il y avait une question. Alors, vous avez des conseils pour orienter les personnes à se former justement sur des métiers en tension afin d'ensuite faciliter le recrutement? Alors, aujourd'hui, généralement, les profils, justement, sur une question de formation, c'est des profils, en tout cas, sur lequel on arrive bien à travailler, puisque avec les réseaux sociaux, en fait, vous allez pouvoir mettre en avant le fait que vous recrutez, touchez beaucoup de personnes, et derrière, leur présenter votre offre. Donc, généralement, alors, je vous dirais que c'est plutôt simple comme profil à sourcer sur les réseaux sociaux, même si on est sur effectivement des métiers qui sont en tension. Par contre, effectivement, si vous êtes sur des métiers aujourd'hui qui sont très compliqués, j'ai eu un dernier exemple en date, par exemple, le métier d'installateur photovoltaïque, qui est un métier très pénurique en France, et je l'ai appris, sur lequel les performances vont différer. Ce que vous pouvez faire dessus, c'est adapter votre communication, éventuellement avoir une communication un poil décalée pour pouvoir donner envie aux gens de postuler à votre offre. Ah oui, les outils permettent-ils d'intégrer les managers dans le process de recrutement et d'onboarding? Je te laisse répondre, Marie-Laure. Oui, bien sûr. Alors oui, en effet, c'est même un enjeu qui est assez clé, hein, puisqu'on se rend compte, et il y a beaucoup d'ailleurs d'études qui le montrent, qu'aujourd'hui, l'engagement et la fidélisation des collaborateurs, finalement, elle passe majoritairement par le manager. On a beaucoup de collaborateurs qui reconnaissent quitter l'entreprise et pas forcément quitter l'entreprise, mais quitter un manager. Donc, fort de ce constat, nous aujourd'hui, en effet, c'est pour nous un incontournable que d'intégrer le manager dans le processus de d'onboarding. Il va être une partie prenante à part entière, et on va même l'accompagner sur des actions spécifiques. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas de charge mentale pour le manager sur les actions qu'il doit réaliser à des fins d'intégration du collaborateur, mais aussi penser en amont ce qui est de la responsabilité du manager, mais qui va par contre aider le collaborateur à, encore une fois, comprendre l'entreprise, s'acculturer, créer du lien, toujours à des fins d'engagement et de fidélisation dans le cadre du parcours d'intégration. Pour répondre sur le sujet de Seiza, pareil, aujourd'hui, sur notre plateforme, sur le processus de recrutement, on invite idéalement les managers à s'impliquer dessus. C'est vraiment c'est le meilleur des cas, puisque c'est, comme je vous le citais tout à l'heure, une des difficultés que je rencontre éventuellement, c'est justement cet échange entre le chargé de recrutement et le manager, faire en sorte qu'il soit le plus court possible, et éventuellement faire en sorte que le manager rende disponible son agenda pour pouvoir fixer un entretien. Donc c'est quelque chose que je recommande, et j'ai un bon exemple sur ce sujet. C'est un client aujourd'hui dans la restauration qui s'appelle Areas, qui du coup gère notamment des aires d'autoroute avec différents restaurants sur lesquels les candidatures ne sont pas traitées par des RH, mais directement par des directeurs de restaurants. Et
ils ont en plus, pour les directeurs de restaurants et sur le secteur, vraiment adapté leur processus et ils rencontrent le candidat en à peu près une semaine suite à sa candidature pour éventuellement lui faire derrière une proposition d'embauche. Et donc là, on est vraiment sur un cas idéal de traitement des candidatures. Top. Bah, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, on va tous vous remercier de nous avoir écoutés. On espère que tout ça vous a bien alimenté, peut-être vous a donné des pistes de réflexion. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et merci à toi, Simon. Merci Marie-Laure, merci pour l'échange et merci à tout le monde.